Bonjour, mon nom est Nico McLaughlin, spécialiste en santé et sécurité chez Travail sécuritaire NB. Je vais vous expliquer certaines des mises à jour sur la santé et sécurité au travail qui se sont produites en 2020, harmonisation des normes. Lors de cette présentation, j'expliquerai pourquoi les changements ont eu lieu, qu'est-ce que l'harmonisation des normes, comment est-ce que les équipements de protection individuels et les trousses de premiers soins ont été affectés par ces changements, ce que ces changements veulent dire pour vous et je vous dirigerai vers des outils et ressources supplémentaires. Avant de commencer, j'aimerais vous indiquer où se trouvent certaines ressources sur notre site Internet. Si vous allez sur le site Internet de Travail sécuritaire NB, vous verrez des onglets au haut de la page. Si vous cliquez sur « Sujet de sécurité » et vous tapez le mot « Harmonisation » dans la barre de recherche, vous pourrez trouver une page qui adresse le sujet d'harmonisation. Sur cette page, vous trouverez des informations supplémentaires qui vous seront utiles pour mieux comprendre ce sujet. Voilà ce que cette page a l'air. Cette page pourrait être utile après la présentation d'aujourd'hui. Vous y trouverez de l'information sur quels équipements de protection individuelle ont été affectés par les changements. Alors, vous pourrez cliquer sur n'importe quel de ces sujets et vous aurez plus d'informations. De plus, vous verrez qu'il y a un lien aux normes de CSA et vous pouvez visionner gratuitement les normes CSA que je vais parler d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi les imprimer, mais il y aura un coût associé à cela. Pour visionner les normes, vous n'avez qu'à créer un compte d'utilisateur sur le site Internet CSA. Si vous défilez vers le bas de la page, vous verrez qu'il y a aussi de l'information sur les trousses de premiers soins. Nous en parlerons plus tard dans la présentation. Vous pouvez voir que nous référons encore aux normes CSA. Vous avez un lien à ce site. Et il y a aussi des questions fréquemment posées au bas de la page et à la page suivante. À la toute fin de la page, il y a des ressources qui peuvent être très utiles pour vous. Une ressource en particulier que j'aimerais prendre plus de temps à expliquer tout de suite est le tableau de comparaison pour l'équipement de protection individuelle. Toute l'information que je vais présenter aujourd'hui sont présentées dans ce tableau. Vous pouvez voir ce que les anciennes exigences étaient, les équipements de protection individuelle qui étaient requis dans la législation, le règlement général 91-191, et les comparer aux nouvelles exigences et ce que les modifications importantes. Alors, je vais résumer les informations qui se trouvent dans ce tableau. Le tableau est environ 4 pages de long. Ma présentation suivra le même ordre que l'info est affichée dans le tableau. I will be following my presentation follows the way it is presented in the table as well. La première question que vous demandez peut-être, c'est pourquoi ces changements ont eu lieu? Chaque province a la juridiction sur l'hygiène et la sécurité au travail. Alors, cela veut dire que chaque province a différentes exigences. Ceci peut compliquer les choses pour les gens qui travaillent dans différentes provinces. Ce qui est permis ou est la norme dans une province n'est pas nécessairement la même norme ailleurs. Alors, l'idée est d'avoir une harmonisation de certaines normes, incluant les normes d'hygiène de sécurité au travail dans les différentes provinces et territoires. Ce
Ceci facilitera le travail des gens dans différentes provinces. Alors, les ministres fédéraux et provinciaux se sont mis d'accord d'harmoniser des normes importantes de santé et sécurité afin de simplifier les exigences réglementaires pour les organisations qui travaillent dans plusieurs juridictions sans compromettre la santé et sécurité des travailleurs. Le 9 juillet 2019, le Nouveau-Brunswick a signé l'accord de la table de conciliation et de coopération en matière de réglementation qui a entamé des changements dans la législation de santé et sécurité au travail pour l'équipement de protection individuelle et des trousses de premiers soins. Ces changements ont donc affecté certains articles du règlement général et le règlement sur les premiers soins. Les normes qui ont été affectées par l'harmonisation sont la protection oculaire et faciale, protection de la tête, protection des pieds, protection auditive, gilets de sauvetage et vêtements de flottaison individuels et les trousses de premiers soins. Ces changements ont eu lieu à la fin mai 2020. Ce que le gouvernement provincial a fait dans certains cas est de mettre la norme à jour. Alors, on se réfère à la même norme, mais une version plus récente de cette norme. Dans d'autres cas, on se réfère à une autre norme. Travail sécuritaire NB permet que le vieil équipement de protection personnelle soit retiré progressivement de l'utilisation par le remplacement. En notant que l'équipement de protection individuelle est en bon état, vous pouvez continuer à vous en servir, mais lorsque vient le temps de remplacer l'équipement, il faudra le remplacer avec un nouvel équipement qui rencontre les normes courantes, telles qu'indiquées dans le règlement. Vous noterez aussi que toutes les sections qui se portent sur les équipements de protection personnelle ont une clause d'équivalence. Ceci permet aux employeurs de faire leurs recherches et d'adopter des équipements qui offrent une protection équivalente ou meilleure protection sans avoir besoin d'appliquer pour une dérogation. Les employeurs doivent pouvoir fournir une preuve à un agent de travail sécuritaire NB s'ils sont questionnés sur comment l'équipement de protection alternatif offre une protection équivalente. La première norme que je vais vous parler d'aujourd'hui est la protection à la tête, qui se situe à l'article 40 du Règlement général 91-191. On peut voir ce qui a changé est souligné. On se réfère maintenant à CSA Z94.1-15, casse de sécurité pour l'industrie, tenue en service, sélection, entretien et utilisation. Ceci remplace la norme ANSI Z89.1-1997, qui est une norme américaine. Nous pouvons voir à travers de son titre que c'est plus qu'une norme de conception, puisqu'on parle de comment l'entretenir et l'utiliser comme il faut. Dans l'article 40, paragraphe 1 du Règlement général 91-191, on dit que sur un chantier, l'équipement de protection pour la tête par défaut est type 1, classe E. Type 1 veut dire que cela protège l'utilisateur contre les chocs et la pénétration d'objets au sommet de la tête seulement, et classe E ne conduit pas d'électricité jusqu'à 20 000 volts. Pour les autres milieux de travail tels que décrits dans l'article 40, paragraphe 2, ils doivent procéder à une évaluation de danger pour déterminer quel casque est le plus approprié à porter. Un exemple d'un outil pour l'évaluation de danger sera disponible sur notre site Internet bientôt si vous ne le voyez pas déjà là. D'autres éléments qui sont décrits dans les normes sont l'utilisation et l'entretien des casques. Le casque doit être porté par en avant, à moins que le guide du fabricant spécifie qu'il peut être porté
à l'arrière. Rien ne doit être porté à l'intérieur du casque. On n'est pas permis de modifier le casque, ceci inclut ne pas y passer de trous. On ne doit pas échanger des composants du casque de divers fabricants. On ne doit pas peindre un casque, sauf si la peinture a été approuvée par le fabricant. On ne doit pas ranger un casque dans un endroit exposé au soleil, puisque cela cause une détérioration prématurée et le casque ne durera pas aussi longtemps. Si on doit porter d'autres équipements de protection individuelle, exemple respirateur, protection oculaire ou faciale, des protections auditives, sélectionnez des équipements qui sont compatibles avec le casque. L'équipement de protection individuelle ne doit pas compromettre le niveau de protection offert par le casque, ni ne doit le déplacer. Le casque doit demeurer en position sécuritaire sur la tête et doit être confortable. Lorsque correctement ajusté, le casque ne risque pas de glisser lorsque l'utilisateur s'incline vers l'avant, ni de changer de position lorsque celui-ci tourne la tête d'un côté à l'autre. En termes d'inspection, il faut consulter les instructions du fabricant pour connaître les procédures d'inspection. La norme offre aussi des directives sur comment inspecter le casque. Le prochain équipement de protection individuelle que je veux vous parler de est la protection des yeux et du visage, qui est l'article 39 du Règlement général 91-191. Ce que vous voyez sur la diapositive est l'article au complet. Vous pouvez voir ce qui a été souligné et ce qui a changé. Alors, c'est le CSA Z94.3-15, protecteurs oculaires et faciaux. Nous nous référons avant à la norme de 1992 et c'était appelé protecteurs oculaires et faciaux pour l'industrie. Vous pouvez voir que le titre a changé un peu, mais la norme est une norme de conception et est très technique de nature. Les types de dangers ont été élargis pour inclure les lasers et les éclairs d'arc électrique. La norme exige que classe 1 lunettes ou classe 2 lunettes étanches soient utilisées avec un casque de soudeur. La norme se réfère à la CSA Z94.3.1, guide pour la sélection, l'utilisation et l'entretien des protecteurs oculaires et faciaux. Les écrans latéraux pour les lunettes de sécurité et les lunettes de sécurité avec des lentilles correctives doivent être intégrés à la monture ou attachés de façon permanente. Par contre, tel que j'ai déjà mentionné avec l'équipement de protection individuelle, nous permettons les gens de graduellement remplacer leurs vieilles équipements de protection individuelle. Alors que maintenant vous avez peut-être des lunettes de sécurité où les écrans latéraux ne sont pas attachés de façon permanente, c'est toujours acceptable en autant qu'elles sont en bonne condition. Mais lorsque vient le temps de les remplacer, il est important de les remplacer avec des lunettes de sécurité qui rencontrent les normes courantes. Le prochain article que je vais présenter est celui de 48, paragraphe 1, qui porte sur l'équipement protecteur de l'ouïe. Ce que cela dit maintenant est que l'employeur doit s'assurer que l'équipement protecteur de l'ouïe satisfait à la norme Z94.2-14 de la CSA, protecteur auditif, performance, sélection, entretien et utilisation, ou à une norme qui assure une protection équivalente. Ceci remplace la norme CSA Z94.2-94, protecteur auditif. Encore, vous pouvez voir que nous parlons pas seulement de la conception de l'équipement, mais aussi comment on doit le sélectionner, l'entretenir et l'utiliser. Nous savons que ce n'est pas seulement important
de sélectionner le type de protecteur auditif adéquat, mais aussi il doit être porté de façon adéquate afin de pouvoir donner la meilleure protection possible. Ce que cela dit dans la norme CSA est que l'employeur doit avoir un programme de formation pour démontrer comment ajuster le protecteur auditif afin d'obtenir la meilleure protection. Cette formation doit être livrée de façon individuelle puisque les employés ont besoin de pouvoir observer de près comment ajuster les protecteurs auditifs et le formateur a besoin d'observer les employés de près pour s'assurer qu'ils ajustent le protecteur de façon adéquate. L'utilisateur doit se familiariser avec la sensation d'un protecteur d'ouïe qui est bien ajusté. J'ai souvent vu les gens ne pas s'assurer l'étanchéité de leur protection et simplement continuer leur travail. Les cheveux, les bijoux et les vêtements ne devraient pas être portés de façon qui pourrait gêner l'étanchéité du joint entre les coussinets et la tête lorsqu'on porte un serre-tête anti-bruit. Les employés qui portent des protecteurs auditifs doivent recevoir de la formation et des cours de rafraîchissement à intervalles réguliers. À chaque 2 ans est considéré à intervalles réguliers. La norme présente un tableau qui aide à sélectionner le meilleur type de protection auditive dans les différentes situations. Ceci va aider à se conformer à l'article 32 du Règlement général 91-191. Le prochain équipement de protection individuelle que je vais vous parler d'aujourd'hui, c'est les chaussures qui offrent une protection des pieds, qui est souligné dans l'article 41 du Règlement général 91-191. Nous référons maintenant à la norme CSA Z194-14 chaussures de protection. Ceci remplace la norme CSA Z195 M92 chaussures de protection. Ceci demeure une norme de conception. Le gros changement dans la norme est la protection contre l'exposition aux scies à chaîne et aux autres outils tranchants. Ce que vous verrez est une étiquette avec un sapin vert dans un rectangle qui indique que la chaussure offre la protection contre les scies à chaîne. Il y a aussi des conseils sur le choix du matériau de semelle qui minimisera le glissement. Le dernier équipement de protection individuelle que je vais vous parler d'aujourd'hui sont les gilets de sauvetage et les vêtements de flottaison individuels. Si vous regardez l'article 51, paragraphe 2, cela dit que lorsqu'un salarié est exposé à un risque de noyade, l'employeur doit s'assurer qu'il utilise un gilet de sauvetage, un vêtement de flottaison individuel ou un vêtement de flottaison individuel autogonflable approuvé par Transport Canada ou un organisme qu'il autorise à cette fin. Donc, ce que vous recherchez quand vous choisissez un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel est une étiquette où vous pouvez voir que cela dit que c'est approuvé par Transport Canada ou un autre organisme qu'il autorise. Et normalement, cela est suivi par un numéro d'approbation, mais l'exemple que vous voyez sur votre diapositive, il n'est pas là parce que c'est juste un exemple. Ceci remplace la référence aux normes de l'Office des normes générales du Canada et des laboratoires des assureurs. Il y a 3 types de gilets de sauvetage homologués au Canada. Premièrement, il y a le gilet SOLAS, qui rencontre des normes rigoureuses et est approprié pour tous les vaisseaux et doivent être utilisés au large et dans les eaux agitées. Deuxièmement, les gilets de sauvetage normalisés qui peuvent être utilisés dans tous les vaisseaux sauf les navires commerciaux. Et
troisièmement, les gilets de sauvetage pour petits bateaux qui sont approuvés pour les petits bateaux seulement. La différence entre un gilet de sauvetage comparativement à un vêtement de flottaison individuel est qu'un gilet de sauvetage est conçu pour retourner l'utilisateur sur le dos, même s'il est inconscient. Alors, ceci est une considération quand vous déterminez quel équipement choisir. Les vêtements de flottaison individuelle viennent dans plusieurs types, tailles et couleurs. Ils peuvent être sous forme de veste ou à pochette. Vous pouvez voir qu'ils sont beaucoup moins volumineux et il se peut qu'il faudra que vous le gonflez vous-même en y soufflant de l'air, ou il se peut qu'ils vont s'auto-gonfler lorsqu'ils touchent l'eau. Une autre chose à considérer lorsqu'on essaie de déterminer si on doit choisir un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel est l'article 51, paragraphe 4 du règlement général. Cela dit que l'employé doit porter un gilet de sauvetage lorsqu'il travaille seul ou lorsque les ressources ne sont pas suffisantes pour effectuer une opération de sauvetage rapide et efficace. Dans ce cas, vous n'avez pas de choix que de porter un gilet de sauvetage. Ceci conclut les changements aux équipements de protection individuelle. Le prochain changement que je veux vous parler de est la trousse de premiers soins. Sur la diapositive, vous voyez l'article 11 du règlement sur les premiers soins 2430. Donc, nous ne parlons plus du règlement général, mais nous parlons du règlement sur les premiers soins. Et si vous regardez sous l'article 11, on se réfère maintenant à la norme CSA pour les trousses de premiers soins. Avant, on se référait à l'annexe C qui se trouvait à la toute fin du règlement sur les premiers soins. L'annexe C indiquait tous les matériels qui étaient nécessaires pour les trousses de premiers soins. Maintenant, nous vous référons à une norme de la CSA. Quand vous regardez l'annexe A dans le règlement sur les premiers soins, cela indique au bas du tableau les types de travail qui sont considérés à risque élevé. Dans les milieux de travail à risque élevé, il y a une plus haute probabilité de blessure et que cette blessure sera plus sévère. Si votre lieu de travail est à risque élevé, vous avez besoin d'une trousse de type 3 ou intermédiaire. Autrement, le type 2 trousse de base sera approprié. De plus, tel qu'avec les équipements de protection individuelle, une implantation progressive de la norme CSA pour les trousses est prévue. Ceci veut dire que si un lieu de travail continue de réapprovisionner ses vieilles trousses de premiers soins, il continue à se conformer à cet article dans le règlement. Mais, lorsque vient le temps de remplacer les trousses de premiers soins, il est important de choisir des trousses de premiers soins qui se conforment à la norme CSA. Il y a quelques tableaux sur notre site web que vous trouverez utiles. Le premier est le tableau de sélection de la trousse de premiers soins qui vous aidera à choisir la trousse de premiers soins appropriée pour votre lieu de travail. Le suivant est le tableau du contenu de trousse de premiers soins pour les trousses de premiers soins existants. Ce tableau peut être trouvé sur notre site Internet. Je vous ai montré où trouver cette information au début de la présentation, mais je n'avais pas ouvert ce tableau spécifique. Ce que vous pouvez voir est le nombre de personnes par corps de travail dans la première colonne, et si le lieu de travail est un lieu de travail qui est à risque peu élevé ou est un lieu de travail à risque élevé. Dépendamment du nombre de personnes par corps de travail et s'il y a risque élevé ou peu élevé, nous pouvons déterminer le nombre de trousses de premiers soins, de secouristes et si vous avez besoin d'une salle de premiers soins. Ce tableau combine l'annexe A du règlement sur les premiers soins et les trousses de premiers soins CSA. Par exemple,
Si j'ai entre 20 et 49 employés dans un lieu de travail et mon lieu de travail est un lieu où il y a un risque peu élevé, tel que des bureaux, j'aurai besoin d'une trousse de premiers soins et d'un secouriste. Et si je regarde la prochaine colonne, je peux voir que j'aurai besoin d'une trousse de premiers soins moyenne, de base ou type 2. Par contre, si je travaille dans un lieu de travail à risque élevé, alors par exemple sur un chantier de construction, pour un lieu de travail entre 20 et 49 employés, j'aurai besoin de deux trousses de premiers soins et de deux secouristes. Les trousses de premiers soins requises sont petites et intermédiaires. Une autre chose à noter est que nous avons des combinaisons équivalentes de trousses. Par exemple, peut-être j'ai un lieu de travail qui est un peu plus grand. J'ai 50 à 99 employés et peut-être, au lieu d'avoir deux trousses de premiers soins moyens de base, peut-être ce qui fonctionnerait mieux pour mon lieu de travail est d'avoir deux petites trousses et une moyenne trousse. Puisque nous avons des combinaisons équivalentes et une trousse moyenne équivaut à deux petites trousses. Nous voulons que les trousses de premiers soins soient aussi accessibles que possible. Alors, vous déciderez peut-être que vous voulez avoir plus de trousses de premiers soins afin qu'elles soient plus accessibles aux employés. Cette diapositive présente le tableau du contenu de la trousse de premiers soins. Cette information était autrefois l'annexe C et faisait partie du règlement Premiers soins 2430. Vous pouvez continuer à réapprovisionner vos trousses de premiers soins existantes avec le matériel présenté dans ce tableau. Cependant, si vous devez acheter de nouvelles trousses de premiers soins, vous devez vous conformer aux normes CSA pour le contenu des trousses de premiers soins en choisissant entre la trousse personnelle pour une personne qui travaille seule, la trousse de base pour les travaux à faible risque et des trousses intermédiaires pour les travaux à haut risque et en choisissant la taille appropriée, petite, moyenne ou grande. Pour plus d'informations sur le contenu de la trousse de premiers soins approuvée par le CSA, consultez le site web des normes CSA. Si vous avez des questions qui ne sont pas adressées sur la page de sujet de sécurité, vous pouvez adresser votre question à l'équipe de prévention de travail sécuritaire NB à travers de l'adresse électronique ci-bas. Quelqu'un de mon équipe vous répondra.